Pour le compte de G4 Alliance, je suis contente de lancer notre webinaire aujourd'hui. Nous avons déjà 24 personnes, 29 personnes sur l'appel. Donc, j'aimerais seulement dire bonjour à Bissola et à Emmanuel. Allez-y, vous avez le micro. Bissola, est-ce qu'elle est là? Allez-y. La bienvenue à tout le monde à cette édition spéciale des standards internationaux et directives internationales de le groupe de travail des standards et directives internationales pour les chirurgies anesthésie sécuritaires de qualité. Nous avons des preuves scientifiques que nous allons pour lesquels nous allons promouvoir les soins chirurgicaux et anesthésiques au niveau mondial. Je voudrais vous dire la bienvenue aux coprésidents à l'Alliance 4 G4, les membres du G4, des entités professionnelles, des organes professionnels d'Afrique, de la région méditerranéenne, européenne et de nos collègues américains qui se joignent à nous aujourd'hui. Nous allons passer directement. Pour garder les choses simples, je vous recommande à tout le monde de fermer vos micros et pour que nous puissions bien nous amuser. Et veuillez vous servir de la boîte de chat pour inscrire vos commentaires et vos questions pour que nous puissions enfin tous comprendre. Je donne la grande bienvenue à nos amis francophones et les amis d'Afrique. Et maintenant, je vais passer le micro à Jamie, qui est la coprésidente. Je veux aussi remercier, reconnaître le professeur Amé. Bienvenue, professeur Amé. Je sais que nous allons vous entendre parler plus tard. Bienvenue. Bonjour, Jamie. Veuillez prendre la parole. Je fermais le micro en vous écoutant. Merci beaucoup, Madame Bissola. J'aimerais accueillir à tout le monde, les membres de la G4 Alliance, les membres de la communauté chirurgicale et bonjour, les nouveaux visages. Bonjour à tout le monde. Je veux mentionner que nous avons des interprètes. Est-ce que vous pourriez donner un petit aperçu des services d'interprétation que nous avons, des prestations d'interprétation? Merci beaucoup. Oui, nous avons des interprétations en deux langues, en français et en portugais. Donc, en bas de votre écran, vous allez voir un petit cercle qui dit interprétation. Vous cliquez dessus, c'est un petit globe et vous pouvez écouter dans la langue de votre choix et vous pouvez aussi choisir le bouton qui vous permet d'écouter l'audio d'origine. Donc, vous avez plusieurs options et n'hésitez pas à vous en servir. Merci beaucoup. Bon, magnifique. Comme je l'ai mentionné, une grande bienvenue à tout le monde. Ce que je vais faire dans les petites minutes qui viennent, c'est vous donner un petit aperçu, bref, des groupes de travail ou des équipes de travail et des progrès effectués. Donc, pour le compte de mon coprésident Andrew Hill et Larry Ollier, je vous remercie de vous être joints à nous et je me réjouis d'avoir une discussion animée et productive. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voici la composition des directives du groupe de développement. Nous avons des membres du ministère de la Santé de Fidji, de Nigeria, du Royaume-Uni, de Malaisie, des USA, et c'est un groupe bien diversifié et c'est avec beaucoup d'expertise en ce qui concerne le développement de directives, de travailler avec l'OMS et l'expérience sur le terrain. En ce qui concerne les politiques et les procédures et en ce qui concerne mettre à l'échelle et à améliorer l'accès aux soins chirurgicaux. Prochaine diapositive. J'aimerais reconnaître le magnifique groupe de personnes qui sont les personnes puissantes qui sous-tendent ce groupe de travail et qui donnent leur temps et leurs efforts pour que ceci puisse prendre place. Une prochaine diapo. Donc, un petit aperçu et les objectifs de cette réunion de mise en œuvre virtuelle. En 2019, nous avons établi cette équipe de travail avec un objectif
pour rassembler des directives avec des recommandations pour mettre sur place le déploiement et l'évaluation de la qualité, de la sécurité des systèmes chirurgicaux dans les pays en développement. Nous avons réalisé qu'il y avait beaucoup de lignes directives et donc notre projet n'était pas de repartir à zéro, mais de voir comment nous pourrions prendre un peu de recul et savoir qu'est-ce qui se trouvait déjà sur le terrain, qu'est-ce qui marchait, comment ça avait un impact sur la mortalité, quelles étaient les solutions pratiques que nous pouvions utiliser et adopter aujourd'hui. Prochaine diapo. Quand nous regardons l'environnement chirurgical mondial, il y a beaucoup de choses qui ont été faites magnifiques pour créer des plans chirurgicaux nationaux, pour autonomiser les groupes, pour que ces stratégies pour l'avenir. Nous avons remarqué qu'il fallait qu'ils se trouvent dans un seul cadre pour avoir des solutions pratiques qui ont déjà des bases de preuves en ce qui concerne ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment nous pouvons en apprendre de ces données. Prochaine diapo. Donc, l'objectif est de trouver les recommandations concernant les meilleures pratiques qui complémenteraient ces plans de chirurgie nationaux. Actuellement, à l'heure actuelle, nous avons achevé 2 grands extrants qui vous ont été inventés. Premièrement, les meilleures pratiques pour les processus d'amélioration de la qualité qui ont été montrés pour décroître la morbidité et la mortalité dans les PFR, PRI. Et deuxièmement, ce sont les méthodes dont nous allons discuter qui concernent ce que nous avons fait pour chercher des recommandations, comment est-ce que nous mettons à l'échelle l'accès aux chirurgies, quels sont les services qui devraient être priorisés et décentralisés dans les hôpitaux de district et quels sont ces services chirurgicaux qui devraient être décentralisés, comment est-ce que nous pouvons les lancer en vague réussie d'accès accru. Donc, les directives n'ont pas pour objet d'être prescriptives, mais d'offrir un menu d'options, de choix que les personnes dans le bon contexte qui ont besoin d'une chose en particulier pour leur adaptation locale aura à portée de main les recommandations faites sur mesure qu'ils peuvent utiliser pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Prochaine diapo. La prochaine étape, c'est la traduction de ces recommandations parce que l'un des retours a été que les directives et les recommandations sont magnifiques, mais sans un cadre d'accès, ça manque le but. Donc, l'objectif de cette réunion, c'est comment traduire ces recommandations en un cadre de mise en œuvre pratique et comment est-ce que nous pouvons savoir comment mieux soutenir ces efforts et les pays qui travaillent déjà sur le terrain. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, nos buts principaux sont de comprendre en général le besoin des pays sur le terrain, pourquoi ils peuvent être utiles. Deuxièmement, c'est de réussir à trouver un cadre qui se concentre sur les stratégies réalistes qui peuvent être déployées. Je veux entendre de votre part vos réflexions. Troisièmement, c'est d'impliquer les leaders nationaux et de savoir quels sont les pays qui peuvent être des champions qui travaillent déjà, qui ont de l'expérience et qui ont le désir de fournir du directorat en ce qui concerne de suivre ces recommandations. Prochaine diapo. Ce sont très brièvement certaines des étapes que nous avons entreprises depuis 2 ou 2 ans et demi. Prochaine diapo. C'est suivre le développement de l'OMS et leurs recommandations de meilleures pratiques au début de décembre 2018. Nous avons commencé à développer 4 revues systématiques. Nous nous sommes servis de la méthodologie GRADE pour regarder la force des preuves. Vous allez voir la force des preuves et des recommandations. Prochaine diapo.
Ça, ce sont les processus, les directives de développement de l'OMS que nous avons suivies. Prochaine diapo. Nous avons accueilli plusieurs réunions en engageant les ministères et aussi les groupes de révision externes. Désolé. Et ces 11 recommandations de meilleures pratiques, c'est simplement un petit aperçu. Nous allons y passer en détail dans les petites minutes qui suivent. Merci. Prochaine diapo. C'est là où nous nous en trouvons maintenant, dissémination et mise en œuvre. Maintenant, c'est la méthodologie que nous avons Delphi, que nous avons entreprise. Le but, c'est de vraiment écouter les PFR et les PRI. Et il y avait une nomination de chirurgiens experts sur le terrain qui ont de l'expérience pertinente pour déployer des services chirurgicaux. Et nous voulons participer au processus Delphi. Nous sommes passés par 2 cycles où les chirurgiens ont voté sur 26 déclarations concernant la décentralisation de certains services chirurgicaux et pour mettre à l'échelle les soins de chirurgie sécuritaires et abordables. Et pour prioriser ces services, nous avions prévu de faire 3 tours de processus Delphi. À chaque tour, il n'y a pas d'accord où il y a un consensus avec plus de 80%. Donc après, nous avons révisé les déclarations. Nous avons dû arrêter au 2e tour parce que nous avons eu à 93 à 96% d'accord entre les chirurgiens qui votaient sur ces recommandations. Prochaine diapo. Donc, il y avait, nous avons plusieurs options. Il y avait 50% pour l'Asie, 25% pour 50% pour l'Afrique, 25% pour l'Asie et 25% pour l'Amérique. Vous avez eu la chance de regarder la matrice de recommandation qui vous a été distribuée d'avance. Prochaine diapo. Donc, dans une petite minute, nous allons réviser chacune des recommandations. Prochaine diapo. Je vais passer le micro à James qui va réviser les découvertes de créer une méthodologie. Merci. Je vous passe le micro, James. Merci. Je vais vous présenter les 11 recommandations de meilleures pratiques sur la base des revues que nous avons publiées. Prochaine diapo. La première révision systématique a considéré l'infection et la mortalité chirurgicale. Ils ont regardé les interventions qui sont efficaces pour réduire la mortalité préopératoire et les infections qui ont été contractées dans les hôpitaux, en hôpital. Il y a eu 31 études accomplies. La majorité des études étaient basées en Asie ou certaines dans le Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud. Donc, la prochaine diapo, notre première recommandation, c'est la mise en œuvre de la liste de vérification de chirurgie sécuritaire de l'OMS pour réduire les infections sur le site dues à la chirurgie et la mortalité due aux chirurgies. Donc, il y a beaucoup de preuves sur l'efficacité de cette mise en œuvre. Donc, nous avons des recommandations très solides en ce qui concerne ceci. Et pour les personnes qui ne s'en servent encore, nous avons trouvé des différences de risque des interventions qui s'élèvent à environ 19 décès de moins pour tous les 1000 patients. C'est équivalent à 30% de réduction et les infections sur site de chirurgie sont 63 moins d'infections sur site chirurgical, c'est à peu près 52% de réduction, 63 sur 1000 patients. Pardon. Donc, la prochaine diapo.
Nous avons notre seconde recommandation, c'est la mise en œuvre d'interventions de hygiène des mains, en particulier sur les interventions d'hygiène des mains multimodales de l'OMS. Nous avons trouvé qu'elles étaient plus efficaces et aidaient à améliorer la conformité. Nous estimons, dans les études, nous avons trouvé il y a à peu près 20 tous les 1000 d'infections d'hôpital, en hôpital, il y en a moins. Donc, à peu près 6 de moins chaque 1000 patients, c'est-à-dire à savoir à une baisse de 31%. Prochaine diapo. Nous avons recommandé les programmes d'intendance antimicrobiotique, microbiale, et donc nous recommandons la mise sur place de directives préopératives qui recommandent la meilleure utilisation de programmes antimicrobes. Nous avons trouvé qu'il y avait à peu près antimicrobiens et nous avons trouvé à peu près une 33% de baisse, c'est-à-dire 19 moins infections sur site de chirurgie pour toutes les 1000 procédures. Donc, c'est à nouveau une recommandation. Donc, prochaine diapo, nous avons des recommandations basées sur les systèmes de trauma. Donc, la révision systématique a compris 30 études de la plupart d'Amérique centrale et du Sud, et aussi du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Prochaine diapo. Les prochaines 2 recommandations liées au système de trauma dans les établissements ou les situations de pré-hôpital. Nous recommandons les systèmes de trauma de pré-hôpital et leur mise en œuvre devrait être intégrée à un cadre en place de santé, et nous estimons qu'avec les systèmes de trauma hospitaliers, de ne pas avoir de système dans les zones rurales, peuvent être 159 décès, trauma, 159 moins de décès dus au trauma, à savoir pour les 1000 personnes, à savoir 52% de réduction. Dans les régions urbaines, il y avait à peu près 22% de réduction, à savoir 18 morts de trauma de moins tous les 1000 personnes. Et après, les premiers répondeurs et la formation des premiers répondeurs pour pouvoir les former et leur donner à fournir des soutiens sur le terrain, de soutiens vitaux. Nous avons des formations préhospitalières, de soins préhospitaliers, et aussi des cours de soutien, de soutien vitaux. Nous estimons 53% de réduction dans la mortalité due au trauma grâce aux premiers répondeurs. Et dans la première diapo, nous avons les recommandations en hôpitaux. Premièrement, la formation des programmes de formation de trauma en hôpital, c'est-à-dire les équipements, les EMST ou des cours de formation en trauma pour découler en une réduction de 24% de la mortalité due au trauma, c'est-à-dire 11 décès de moins tous les 1000 décès, et la mise en œuvre de programmes d'amélioration de qualité des traumas, c'est-à-dire nous avons demandé des réflexions au sujet des registres qui pourront résulter en 51 décès de trauma de moins tous les 1000, c'est à savoir une réduction de 52% de mortalité due au trauma. Prochaine diapo. Nous avons 4 interventions qui ont pour objet d'améliorer la mortalité maternelle et périnatale. Ceci est basé sur le Sub-Sahara. Les informations émanent du Sub-Sahara et l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud. Dans cette étude, il y avait 46 études
48 études. Et prochaine dépôt. Le premier ensemble de recommandations pour la mortalité périnatale, c'est de mettre à jour les établissements et de former les personnels pour qu'elles soient capables d'effectuer des césariennes d'urgence. C'est une grande recommandation à ce niveau. Nous avons estimé qu'il y avait 393 morts maternelles ou en couche de moins tous les 1 million de naissances, à savoir une réduction de 40%. La prochaine intervention est une recommandation conditionnelle. Dans certains endroits, vont peut-être se baser sur des sages-femmes ou des soins communautaires traditionnels ou le soutien de travailleurs médicaux qui surveillent ou encadrent les accouchements. Donc, il y a beaucoup de recommandations pour ceci et notre mortalité périnatale peut être réduite entre 28 et 52% et la réduction de mortalité de femmes en couche entre 22 et 50%. Nous avons les interventions basées dans les hôpitaux et dans les établissements qui peuvent réduire la mortalité maternelle et périnatale, les recommandations ou les programmes d'amélioration de la qualité de maternité comprennent un cycle d'audit, la révision des décès en maternité, ça peut réduire un décès maternel de moins tous les 1000, c'est-à-dire 34% de réduction. Prochaine, finalement, la recommandation finale, c'est pour la mise en œuvre de l'éducation et des programmes d'éducation et de formation pour les fournisseurs obstétriques, ce qui comprend former les cliniciens associés et aussi former les personnels d'obstétrique hospitaliers pour les capacités et les compétences et pour les essais, et c'est aussi basé sur la simulation et sur la base des programmes de formation pour les fournisseurs obstétriques. Nous estimons une réduction, une baisse de 25% de mortalité maternelle, à savoir une de moins tous les 1000. Prochaine diapo. Pour résumer, il y a 11 recommandations, 3 qui se concentrent sur l'infection et la mortalité chirurgicale, 4 sur la mortalité due au trauma et 4 sur la mortalité maternelle et périnatale. Les preuves de ces interventions sont exclusivement des PFR et PRI, à savoir les pays à revenus faibles et à revenus intermédiaires. C'est mise en œuvre du point de vue faisable et pratique et pour avoir un impact sur la mortalité et les résultats dus aux infections. La prochaine étape, c'est la mise à l'échelle et la mise en œuvre sur toutes les régions pour améliorer les résultats. Merci beaucoup, Jamie. Merci. Merci beaucoup de votre présentation. De toute évidence, vous avez fait beaucoup de travail et nous pouvons voir les résultats très positifs. Mais actuellement, j'aimerais écouter le professeur Salomé Masouimé de l'Afrique du Sud. Je crois qu'elle est parmi nous. J'aimerais entendre son expertise et ses recommandations, son expérience dans la région. Salomé, êtes-vous là? Bonjour, bonjour, merci beaucoup et merci de m'avoir invité également. Oui, ceci m'intéresse beaucoup aussi de lire les papiers pour nous. Je l'avais dit, je suis à l'Université de Cape Town, nous commençons à voir comment l'amélioration de la qualité, c'est vraiment la marche à suivre. Et c'est vraiment très important parce que se concentrer sur les politiques n'atteint pas toujours les personnes sur le terrain, mais je crois que l'une des difficultés, c'est que nous n'enseignons pas l'amélioration de qualité aux chirurgiens et aux obstétriciens. Et quand il y a les directives qui sont mises en œuvre,
par le biais des décideurs politiques, les personnes qui sont à l'avant-garde ne réalisent pas toujours qu'il s'agit d'un modèle d'amélioration de qualité dont nous avons dû gérer ce sujet. Nous enseignons encore de plus en plus pour l'amélioration de la qualité, mais j'ai trouvé que vous avez besoin de gérants dans cette salle, les personnes qui sont responsables de l'amélioration de la qualité. Donc, nous prenons une approche d'éduquer les chirurgiens juste sur les principes de qualité, d'amélioration de qualité pour qu'ils puissent voir leur propre rôle et qui est si vital et important, où nous demandons aux gérants ou aux décideurs politiques de participer à des réunions de ce genre pour qu'ils puissent entendre notre point de vue en tant que chirurgien, pour mettre à l'échelle l'amélioration, pour nous assurer que nous avons les bonnes personnes dans la salle. Mais du point de vue obstétrique, j'ai vu comment des mesures de ce genre sont très, très importantes pour faire une différence. Donc, j'aimerais beaucoup en apprendre de vous toutes et tous. Merci beaucoup. Merci, Salomé. Je vais maintenant passer le micro à professeur Amé. Emmanuel Amé, vous êtes en ligne pour nous dire un peu au sujet de vos découvertes. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à Jamie et à James du magnifique travail et du travail très dur pour créer cette amélioration de la sécurité et de ces points d'amélioration de la sécurité. Merci Salomé de vos réflexions. La mise en œuvre est un fait que nous n'apprenons. On ne nous enseigne pas l'amélioration des qualités et nous ne faisons pas dans nos pratiques au jour le jour, dans la mise en œuvre au jour le jour, parce qu'un facteur clé, ce n'est pas seulement assez d'avoir des initiatives, de directives à ce sujet et de les mettre en œuvre. Les mettre en œuvre, c'est là où l'aspect le plus grand, le plus important se trouve, et la mise en œuvre, c'est de s'assurer que ça se passe, que ça va se passer, que ça va aller en-delà de nous en tant que fournisseurs. Les décideurs politiques doivent s'impliquer. Je crois que la première partie, c'est de mettre ces informations à disposition, nous assurer que nous savons toutes et tous que elle marche et que de faire ceci va améliorer la sécurité, va améliorer la qualité et les résultats des choses que nous faisons tous. Et aussi, je pense que la plupart du travail que Jim a présenté nécessite pas tellement d'argent pour... il y a beaucoup de choses qui sont impliquées, c'est de solidifier tout ce que nous présentons, de coordonner cette solidification, de s'assurer qu'elle se passe au niveau des équipes et que c'est intégré dans le système. Je crois que c'est là où le défi de la mise en œuvre va être situé. Mais je crois que d'entendre les expatriates, les expats qui ont été inclus dans des initiatives pour solidifier les soins chirurgicaux pour les expatriés. Donc, j'aimerais entendre le professeur Emmanuel Makassa, qui a été le champion de renforcer les soins chirurgicaux dans les PRI pour solidifier. Professeur Mikasa, quand vous êtes en ligne, je vais vous donner le micro. Est-ce que vous êtes là, cher monsieur? Je ne suis pas sûre qu'il soit là, encore en ligne, mais je vais lui envoyer un message. Je ne pense pas qu'il est là pour qu'il puisse encore, mais je vais lui envoyer un message et je vais lui demander de partager son expérience avec nous. Avec nous. Au sujet des meilleures pratiques. Je vais maintenant demander à Anna de partager les découvertes. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que nous avons à faire, qu'il nous faut faire.
Donc, Anna, vous avez le micro. Pouvez-vous parler, chère Anna, et partager? Oui, voilà les recommandations que nous avons développées sur la distribution optimale de ces services. On peut les régionaliser ou les décentraliser. Nous avons aussi développé certaines recommandations pour comment prioriser la mise à l'échelle. Donc, rapidement, ces recommandations ont été développées avec la méthodologie de Delphi et le groupe s'est rencontré en 2019 à Fidji pour développer quelques déclarations initiales. On les a votées pendant la série 2. Et à ce moment-là, le groupe de travail a aussi sollicité les avis des chirurgiens dans les PFR et PRI pour raffiner ces déclarations pour qu'elles deviennent le plus pratique que possible une fois qu'on allait les mettre en place. Donc, après la rédaction initiale de ces déclarations, on les a envoyées aux 53 chirurgiens nominés par l'Alliance G4 dans ces PFR et PRI qui ont représenté 27 pays et 13 spécialités chirurgicales différentes pour nous garantir une large variété géographique et entre les spécialités. Donc, nous avons fini avec 26 déclarations sur la distribution et la priorisation qui ont atteint les 86% d'accord dans le groupe. Et je vais maintenant vous résumer ces recommandations. Beaucoup de ces recommandations sont basées sur le volume des cas chirurgicaux, leur complexité et leur gravité. Et on va utiliser ces trois catégories pour structurer nos recommandations. Comme vous avez vu dans la matrice, dans le livre blanc, nous utilisons la complexité, le volume et la gravité et le lien entre ces facteurs et les recommandations. Donc, dans la première catégorie, nous avons des recommandations spécifiques au système de santé au niveau du district et au niveau régional. Et la première recommandation, c'est qu'au niveau des districts, on devrait développer des services chirurgicaux pour des cas d'une faible complexité, mais d'un volume élevé, tels que les chirurgies de base et d'urgence. Et la deuxième recommandation au niveau des districts, c'est qu'on devrait établir des procédures pour stabiliser des patients qui présentent des traumatismes complexes, par exemple, et il faut faciliter le transfert de ces patients vers des hôpitaux régionaux ou vers des hôpitaux qui peuvent les prendre en charge. Donc voilà les deux recommandations pour les centres au niveau des districts. Dans la deuxième catégorie des recommandations, nous avons des recommandations spécifiques au niveau régional. La première, c'est qu'on devrait développer des services chirurgicaux pour des cas très compliqués, tels que les cancers complexes et les traumatismes complexes. Et la deuxième recommandation au niveau régional, c'est qu'on devrait établir des registres et des bases de données pour mieux évaluer le fardeau des maladies au niveau de la région, la distribution de ces maladies, et aussi pour évaluer la performance au niveau de chaque établissement. Ensuite, les dernières recommandations touchent au niveau local, par exemple les gouvernements nationaux ou les ministères de la Santé. Et ici, vous avez la recommandation la plus approuvée par les participants, c'est de développer d'intégrer les soins chirurgicaux dans les structures d'assurance maladie nationale et aussi d'établir des politiques qui vont réduire les délais dans la prise en charge. Ça va aider à réduire les coûts et améliorer les résultats. Donc voilà les recommandations qui viennent de l'étude de Delphi et je vais redonner la parole à nos champions locaux qui vont nous parler de comment ces recommandations ont été mises en place dans leur région. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna, d'avoir partagé cela avec nous. On voit que c'est vraiment un triangle. On a le terrain, les districts et on monte jusqu'aux régions et puis au niveau national. Donc, maintenant, j'aimerais demander, recevoir vos questions, vos commentaires de vous, les participants de toutes les régions. Je sais que nous avons avec nous des représentants de l'Afrique australe, de l'Afrique centrale, de l'Europe et aussi des représentants des différentes professions, spécialités, les obstétriciens, des spécialistes en traumatisme, des radiologues. Donc,
Maintenant, on aimerait avoir vos retours, vos commentaires sur comment vous pouvez mettre en œuvre ces recommandations. Qu'est-ce que cela veut dire dans votre région? Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre vos questions dans la boîte de discussion. Je vais les lire à haute voix. Nous avons aussi avec nous un anesthétologue. Donc, c'est bon d'avoir toutes ces spécialités parmi nous, toutes ces expertises. Oui, je m'excuse, Bisola, mais j'aimerais rappeler à tout le monde, vous pouvez lever la main et s'il vous plaît, présentez-vous avec votre nom, là d'où vous venez et votre affiliation, parce qu'on veut faire votre connaissance. Donc oui, vous pouvez cliquer sur le bouton réaction pour lever la main, comme moi je viens de faire. Ah, je vois que nous avons déjà Serena qui a une question. Serena, vous avez la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ici, c'est Serena Cruz. J'habite à Amsterdam. Je suis ravi de pouvoir être ici avec vous. J'ai lu le livre blanc et j'ai déjà envoyé mes commentaires à Anna. Ce travail, c'est un travail fantastique et vous devriez en être fiers de ce que vous avez pu faire. Donc, je me sens très honoré que je peux contribuer à ce processus. Ma seule contribution que j'ai à faire maintenant, c'est dans le pays du Malawi. Vous aviez un site et vous avez reçu des informations des experts chirurgicaux dans ce pays et vous avez touché à cette idée de la mise en œuvre de ma recherche et de mon temps au Malawi. Et quand j'étais là-bas, j'ai découvert l'efficacité de ce qu'on a appelé la surveillance de la santé au niveau des villages. Ce sont le premier niveau des agents de santé qui sont souvent responsables pour les vaccinations. Donc, dans mes commentaires, pour les recommandations 5, 6 et 8, peut-être vous devriez étudier ce dispositif qu'on a au Malawi, ces agents de surveillance de la santé. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Serena pour votre contribution. Nous avons une question dans la boîte de discussion. Donc, voilà la question. C'est quoi le rôle de la radiologie, des radiologues dans tout cela? Donc, nous savons que les soins de santé, cela touche à tout le monde, les enfants, les personnes âgées. Et par exemple, quand on se casse un os, il faut bien sûr une radiographie pour évaluer la gravité. Donc, nous sommes tous impliqués dans cette initiative. J'aimerais aussi demander vos retours, surtout sur l'anesthésie et de l'obstétrie, parce qu'il n'y a pas de chirurgie sans l'anesthésie. Et là, dans beaucoup de ces communautés, on va avoir des problèmes si on ne peut pas prendre en charge les femmes enceintes, tout d'abord. Et on ne peut pas parler de la mortalité, etc., si on ne prend pas en charge les femmes enceintes. Donc oui, nous attendons vos retours, vos commentaires en attendant l'arrivée du docteur Makassa. Donc, s'il y a quelqu'un qui aimerait complémenter ce que Serena a dit. Oui, Raymond, à vous, vous avez la parole. Et après Raymond, nous avons Marc Bourriette qui va intervenir après Raymond. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Raymond Ndikontar. Je suis anesthésiste du Cameroun. C'est un plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. Pour moi, ces recommandations, et tout d'abord, je vous félicite pour le travail que vous avez fait parce que vous avez touché aux éléments de base, aux tools que nous avons déjà, qui pourraient avoir un impact important. Je vais vous donner un exemple. Nous savons tous ce que c'est cette liste de vérification. C'est quelque chose qui est présent au sein de presque tous les centres de santé. Mais trop souvent, on pense que ce n'est qu'une formalité. Et donc, tout le monde dit, oui, je l'ai fait rapidement, mais... Donc, ce n'est pas étonnant
qu'au niveau de l'importance ou au niveau de l'impact de ces recommandations, vous allez voir que la mise en œuvre de cette liste de l'OMS, c'est une des priorités les plus importantes. Et pour moi, c'est un message important, pour moi et pour toute l'anesthésie. Souvent, on est sous pression, on essaie de compléter tout son travail, mais il faut revoir l'impact des outils que nous avons déjà, comme cette liste de vérification. Ce n'est pas seulement une question des moyens financiers ou la stabilité financière de son pays. Non, il est aussi important qu'on insiste sur tous les résultats de votre étude. La deuxième chose que j'aimerais ajouter, je pensais que c'était très intéressant et applicable de parler de, de la formation basée sur les scénarios. Ça, c'est quelque chose de très important. Même au niveau des hôpitaux, dans mon expérience limitée, avec ce type de formation, je pense que c'est un des outils les plus faciles à déployer. Il ne faut pas mettre en place beaucoup de complexité, non. Si on travaille dans un hôpital, si on travaille avec des patients, on devrait savoir, on devrait être formé dans ce que c'est de faire face à une urgence. Et voilà les deux éléments qui sont pour moi les plus importants, les éléments sur lesquels il faut insister. Au niveau de mon hôpital, nous essayons de faire le plaidoyer pour ces simulations, pour ces scénarios. Mais voilà, tout ce que vous avez dit dans votre rapport, ce sont des bonnes choses à encourager et nous sommes ravis que vous avez fait de telles recommandations. Merci beaucoup. Merci, Raymond. Marc, à vous. Et après Marc, Bertiki. Bonjour, je m'appelle Marc Brouillette. J'espère que vous pouvez m'entendre. Ma connexion n'est pas très stable. Je suis anesthésiste à l'hôpital pour la chirurgie spéciale de Cornell. Je travaille au Ghana depuis 15 ans, surtout dans l'orthopédie. Et je pense que mon collègue est avec nous dans cette réunion, mon collègue ghanéen. Moi, je suis débutant dans ce processus de groupe, mais voilà, votre travail est fantastique. J'ai juste une suggestion mineure à faire. C'est au niveau du titre de ces directives. Pour moi, les normes et les directives sont presque la même chose. N'y a-t-il pas un seul mot qu'on devrait utiliser? Si on suit les directives, on va avoir un programme de qualité. Donc, cette initiative nous montre là où on a beaucoup de preuves, mais bien sûr, il y a d'autres domaines tels que la formation des obstétriciens. Ça, c'est un des domaines où on pourrait développer davantage des informations sur la formation. Mais voilà, c'est seulement au niveau de ces catégories limitées et peut-être c'est à faute d'une erreur de ma part en lisant le titre. J'avais aussi quelques suggestions qui ne sont pas forcément intégrées dans cette version, mais qui pourraient être peut-être intégrées à l'avenir. Et ça, c'est d'intégrer de vrais outils Marc, est-ce que vous êtes là? Je pense qu'on vous a perdu. Voilà, pardon, vous me recevez? Pardon, vous avez dit, on vous a perdu après, vous avez parlé de l'intégration des outils pertinents. Et voilà, je pense qu'on vous a perdu encore une fois. Donc, Marc, si vous avez une connexion limitée, peut-être vous pouvez mettre vos commentaires dans la boîte de discussion et nous pouvez donc les enregistrer là-bas. Oui, s'il vous plaît.
Mais merci, Marc, pour vos commentaires. Bertie, est-ce que vous avez toujours quelque chose à dire? Et vous pouvez parler en français ou en anglais comme vous voulez. Nous avons bien sûr les interprètes avec nous pour vous interpréter si vous décidez de parler en français. D'accord. Merci, Bisola. D'accord. Merci bien. Je suis Dr Bertie Iki, anesthésiste du Burkina Faso. Donc, je suis francophone. Je voulais dire merci à Bisola de m'avoir invité à cette réunion. Et dans un premier temps, c'est de féliciter le groupe d'experts pour le travail énorme qui a été abattu. Je dirais que pour les francophones, on est sur la même ligne que les autres pays en développement anglophone. On a les mêmes problèmes avec une mortalité, une morbidité élevée. Donc, ces recommandations nous concernent également. Et là, le constat, c'est que les anglophones, vous êtes en avance sur nous. Donc, on doit adopter ces recommandations, mais on aura besoin de votre expérience. Donc, il faudrait un partage d'expérience. On a parlé de champions locaux. Ce serait que ces champions locaux-là nous disent comment ils ont procédé sur le terrain pour que les recommandations soient appliquées. Il faudrait également que ces recommandations-là soient traduites en français. Si on veut que les francophones puissent se l'approprier, il faudrait une traduction donc en français aussi bien pour les autres langues aussi. Et voilà, c'est ce que je voulais essentiellement dire, qu'on a besoin de l'expérience des autres donc pour savoir comment nous y prendre pour appliquer ces recommandations. En tout cas, merci et encore félicitations. Et voilà. Yeah, thank you very much, Batil. Merci beaucoup à vous, Bertie. Nous avons Christelle qui dit qu'elle est complètement d'accord aussi dans la boîte de discussion. Mais voilà, ce qu'elle a dit, c'est qu'on a les mêmes problèmes en Afrique, que ce soit l'Afrique anglophone, francophone. Mais parfois, les pays anglophones sont un peu à l'avance des autres au niveau des informations, de la recherche, etc. Donc, ce serait génial d'avoir des champions locaux aussi dans les régions francophones, mais la chose la plus importante qu'elle a dit, c'est qu'il faut traduire toutes ces recommandations en français, toutes ces bonnes pratiques, etc. Il faut les traduire. Et j'ajouterais aussi qu'au-delà du français, il faudrait les traductions vers l'espagnol et vers le portugais aussi, je dirais. Donc, voilà. Ce souci, c'est un souci mondial. Voilà, c'est mon addition aux commentaires de Mme Bertie. Ce serait génial d'avoir des traductions vers toutes ces langues du monde. Donc, merci beaucoup, encore une fois, Bertie, pour vos commentaires. Ensuite, sauf si je ne vois pas de main, et je sais que nous avons l'Université des chirurgiens de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons une société d'anesthésie. Nous savons qu'il n'y a pas de chirurgie sur l'anesthésie. Donc, Jamie, peut-être je peux vous donner la parole. À vous, Jamie. Oui, merci beaucoup, Bisola. Oui, je voulais dire que Michael est là avec nous, qui vient de la Société chirurgicale du Kenya. Et Michael, est-ce que vous voulez partager vos pensées sur les recommandations avec nous? Oui, bonjour. Est-ce que vous me recevez? Oui, oui, on vous entend. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Je m'appelle Michael Mwachiro de la Société chirurgicale du Kenya. Je suis le secrétaire de cette société et le vice-président est aussi ici avec nous. Tout d'abord, félicitations. C'est génial d'entendre toutes ces recommandations que vous avez faites. Jamie m'avait envoyé le livre blanc que j'ai lu. Est un des aspects clés qui m'a sauté aux yeux. Quand on regarde ces diagrammes où on voit les concentrations les heat maps, oui, c'était formidable pour moi. Cela m'a montré là où il faut faire davantage de recherche, où là, il faut collaborer encore. Et nous serions ravis de participer à ces collaborations au niveau de l'Afrique ou au niveau mondial avec des partenaires n'importe où. Il est aussi clair qu'il y a un besoin fort pour la formation. Et je fais partie d'un comité d'éducation d'une société de médecins de l'Afrique australe et nous avons trouvé qu'il faut
former toutes les expertises, mais peu à peu, nous améliorons les résultats de la santé en Afrique. Et aussi, il faut préparer nos agents de santé à tous les niveaux. Au Kenya, il y a les chirurgiens qui peuvent faire ceci, les autres qui peuvent faire cela, mais il faut intégrer tous les niveaux des professionnels de la santé. Et mon dernier commentaire, et puis je vais m'arrêter après cela, mais on peut mieux établir les directives. Au Kenya, publier de nouvelles directives. Donc, peut-être c'est un exemple de comment faire appliquer ce genre de directives au niveau national. Mais voilà, encore une fois, je vous félicite et c'est un plaisir d'être là parmi vous et merci pour vos excellentes présentations. Merci beaucoup à vous, Michael Mwachiro, pour vos commentaires. Et j'aimerais maintenant donner la parole à Joshua Korn. Je pense que vous aviez la main levée. Allez-y, vous avez la parole. Joshua. Oui, bonjour. Pardon, je n'avais pas la main levée, mais j'ai quand même un commentaire à faire, si vous me permettez. Tout d'abord, je m'appelle Josh Korn. Je travaille avec Cure International. C'est un réseau d'hôpitaux chirurgicaux de pédiatrie. Et j'aimerais faire l'écho des commentaires des autres. Cette initiative est vraiment formidable et impressionnante. Le travail que vous avez fait, c'est vraiment impressionnant. Nous travaillons sur un projet d'amélioration de qualité partout au sein de notre réseau et nous utilisons le cadre Safe Care, les soins sécuritaires. Et je n'ai pas de connaissances spéciales à partager avec vous, mais en général, je pense qu'il est toujours une bonne idée de commencer à une petite échelle et puis de poursuivre une croissance organique au lieu de trop se détendre. Donc, ça, c'est parfois difficile non seulement de sensibiliser la population sur l'importance de ces éléments. Bien sûr, les preuves et les données sont très convaincantes. Et voilà, la mise en œuvre peut être difficile, mais si on commence avec une petite échelle et on développe de ce point-là, eh bien, on peut le faire. Et peut-être, même si on veut faire un projet pilote, s'il y a seulement un pays ou un hôpital qui veut y participer, à une initiative pilote, c'est une bonne idée. On devrait le faire. Et avec ces données, on peut ensuite convaincre les autres. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Je suis vraiment content d'être là avec vous et de pouvoir participer. Merci, Joshua. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Comme vous avez dit, il faut commencer à une petite échelle et puis on peut développer de l'élan en développant des projets pilotes. Nous avons aussi un commentaire dans la boîte de discussion. Il y a Aderonke qui nous remercie pour ce travail, d'avoir établi ces recommandations. Elle pense que la dissémination de ces recommandations et aussi le plaidoyer à tous les niveaux du système de santé dans tous nos pays va faciliter un impact positif sur les résultats pour les patients. Merci beaucoup, Aderonke, pour votre commentaire. Et James, vous aussi, vous avez fait un commentaire? Vous avez parlé de cette étude au Malawi. James, est-ce que vous voulez expliquer cela? Oui, oui. Nous avons fait une revue systématique des soins maternels avec 2 études du Malawi. Une de ces études a étudié la formation et aussi les approches basées dans les communautés pour améliorer la capacité de livrer des soins de santé. Il y avait aussi une autre étude sur les formations qui utilisent les simulations, les scénarios pour améliorer les soins, la prise en charge maternelle. Donc, voilà, ces initiatives étaient spécifiques au Malawi, mais l'étude compréhensive a aussi intégré d'autres études d'autres régions de l'Afrique. Et le commentaire de Serena sur les agents de santé communautaire ou villageois, oui, on aimerait bien intégrer cela à ce que nous avons déjà fait, ce que nous avons déjà trouvé. Et nos études
ont étudié des conditions associées et aussi les agents de santé communautaire, d'après ce que j'ai compris. Oui, merci beaucoup, James. Et Dr. Paul Odula, nous n'avons pas encore entendu de votre part. Je pense que vous avez un commentaire à nous faire. Et lui aussi, il est francophone, donc s'il vous plaît, présentez-vous et puis faites vos commentaires. Et ensuite, nous allons revenir à Serena Cruz qui va pouvoir répondre. Oui, bonsoir. Je suis anglophone, en effet. Je ne suis pas francophone, moi. Je viens du Kenya. Mais voilà. Donc, je suis vraiment impressionné et je suis vraiment content d'être ici parmi vous. Je pense que c'est une initiative formidable. Je vous félicite l'équipe pour le travail que vous avez fait. Mais comme quelqu'un a dit, au Kenya, nous sommes un peu à l'avance par rapport à la francophonie au niveau de la plupart de ces éléments qu'on discute. Comme Mike Mwashiro a dit, nous avons beaucoup de données au Kenya. Donc, nous cherchons plus de collaboration pour améliorer les résultats de nos recherches et améliorer la qualité en général. Quand même, aujourd'hui, j'ai repéré ce mot « amélioration de la qualité ». Et c'est formidable qu'on est arrivé à ce niveau. Ce terme, c'est beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus que d'essayer de changer les systèmes de façon radicale, parce que cela va mener à la corruption, à des personnes qui s'opposent tout à fait à l'idée. Mais voilà, l'amélioration de la qualité, c'est un nouveau terme qu'on peut utiliser. Et comme j'ai dit, au Kenya, nous sommes le fer de lance dans cette idée de l'amélioration de la qualité et nous voulons faire passer à l'échelle supérieure ces exemples. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire et je soutiens votre initiative et je vous félicite encore une fois. Merci beaucoup. Oui, merci Paul. Merci Serena. Vous voulez répondre? Oui, merci encore une fois, Bisola, de m'avoir permis de commenter. Je pense qu'un des points vraiment intéressants que j'ai repérés dans mes recherches en Afrique australe, Afrique centrale et en Afrique de l'Est, c'est l'importance d'avoir une très bonne idée de comment le système de santé publique national est structuré. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans au Congo et aussi 3 ans en Ouganda et aussi une année que j'ai divisée entre le Malawi, le Botswana et l'Eswatini. Et ce que j'ai trouvé, c'est que il y avait de différents facteurs, de différentes raisons pour lesquelles ces pays, comme vous savez, ont des systèmes médicaux très différents et c'est dû au colonialisme. Ce qui est très important, surtout au Malawi, et cela touche à ce que Josh a dit sur l'importance des études pilotes, c'est qu'au Malawi, le système est toujours très unifié, très accessible. Et c'est pour cela que le programme des agents de santé villageois, qui a été lancé aux années 50, reste une partie intégrante de la mise en œuvre de n'importe quelle initiative de la santé. Et le travail que j'ai fait avec la Fondation Gates en 2019 et 2020 au Malawi, on a travaillé ou on a beaucoup étudié ce programme pour aider ce programme à améliorer ses interventions dans le cadre du VIH-Sida. Donc, voilà. Pour moi, il est important, quand on va parler de ces idées de la mise en œuvre ou du pilotage, le Malawi, c'est toujours un bon exemple pour moi dans le travail que j'ai fait. Oui, merci beaucoup. Oui, vous avez travaillé partout au Congo, au Malawi et voilà, on peut prendre l'exemple du Malawi. Salomé, à vous. Vous avez un commentaire et après Salomé, nous allons avoir professeur Emmanuel Amé pour représenter l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons entendu beaucoup des pays de l'Afrique de l'Est. Nous voulons entendre de l'Afrique de l'Ouest. Comment est-ce que nous pouvons mettre ces recommandations en œuvre en Afrique de l'Ouest? Je pense que nous avons 15-16 pays représentés dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Oui, allez-y, allez-y.
Juste un petit suivi de ce qu'a dit Serena, ce qu'elle vient de dire. Je crois que c'était très important que vous regardiez les différents types de systèmes. En Afrique du Sud, c'est très différent parce que vous avez des politiques qui dépendent du gouvernement, mais vous avez 9 différents gouvernements qu'il vous faut gérer. Donc, je m'excuse, mais ça rend les choses bien difficiles dans certains endroits pour la mise en œuvre. Donc, je suis d'accord. Les pays avec des systèmes de gouvernance plus faciles seraient peut-être un meilleur endroit pour la mise en œuvre. Merci beaucoup. Merci, Salomé, de cela. J'apprécie la diversité en Afrique, les différentes façons dont différents pays pourront mettre en œuvre ceci. Mais il y a des différences de langue, de population. Mais en Afrique, nous avons aussi pardon, une zone méditerranéenne également. Pardon, donc ils ont des systèmes uniques également. Donc maintenant, j'en appelle au professeur Amé de dire quelque chose pendant que nous attendons Emmanuel Makassa, le professeur Amé. C'était le dirigeant des ENSOP. Il est très en faveur dans au collège de l'Ouest de chirurgiens. Donc, il est ici et nous aimerions savoir son opinion. Professeur, merci Bissola. Je crois que le conseil dont très intéressant et dont les commentaires sont très intéressants, très importants, très éducatif, dans la façon dont vous avez été impliqué dans la formation de programmes chirurgicaux et la solidification des programmes chirurgicaux. La première chose que je dirais, c'est que il s'agit là de recommandations importantes, mais la première chose, c'est de s'assurer que nous avons toutes les informations qui sont là, surtout pour les fournisseurs qui seront les personnes qui mettent cela en œuvre. Je crois que les informations doivent les atteindre eux, mais pour en revenir à la mise en œuvre, je crois que l'une des choses qu'il nous faut faire, c'est nous assurer que nous ne faisons pas la promotion de ceci en tant qu'initiative qui tient toute seule. Nous devons l'intégrer, comme on l'a dit, pour solidifier les systèmes chirurgicaux. Et j'ajouterais que l'une des choses que beaucoup d'entre nous essayent de faire au sujet des ENSOP et pour améliorer l'accès aux soins de chirurgie mélangée et abordables. Mais je ne crois pas qu'il n'y a pas ce n'est pas la peine d'améliorer l'accès si nous ne pouvons pas améliorer l'accès sans incorporer la sécurité et la qualité. Nous allons en finir avec des grands montants de morbidité et de mortalité. Et c'est la raison pour laquelle tout ce que nous faisons pour améliorer l'accès et l'abordabilité pour les soins au sein de notre système de santé, nous devons incorporer ces recommandations dans le cadre du système chirurgical et de la solidification du système chirurgical et de clarifier qu'ils ne sont pas vraiment conçus pour être faits tout seuls. Ceci dit, pour nous assurer que nous mettons cela en œuvre, la mise en œuvre peut se passer à différents niveaux de la communauté, au niveau de l'hôpital jusqu'au niveau le plus élevé. Maintenant, il nous faut tous nous impliquer. Et quand je dis nous tous, je dis que toutes les parties prenantes, les fournisseurs, les décideurs politiques, les partenaires, nous devons tous collaborer. Et il y avait une question plutôt d'un radiologue au sujet de comment la radiologie est impliquée dans je crois que dans nos champs, sujets respectifs, nous trouvons une façon de quoi faire dans notre spécialité avec notre propre expertise pour nous assurer que les soins chirurgicaux sont aussi sécuritaires que possible au niveau le plus élevé de qualité. Je vais m'en arrêter maintenant là. Merci.
Merci beaucoup, Emmanuel. Je vais seulement dire quelque chose au sujet de ce que l'anesthésie effectue pour améliorer la qualité au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, parce que nous So what we're trying to do is we know that nous savons qu'il y a encore que nous n'avons pas assez de fournisseurs d'anesthésie. Les chirurgiens, les obstétriciens sont là. On dirait que la dame est immobilisée, son écran s'est coincé. On dirait qu'on l'a perdu, non? Oui, on dirait que nous avons perdu Bisola avec les soins chirurgicaux, anesthésiques. Sorry about it. I was. Désolée, j'ai perdu le fil. Nous devons bâtir de meilleures procédures lorsque nous avons les pratiques d'anesthésie générale. C'est un docteur qui a été formé à peu près 18 mois en moyenne de formation complémentaire d'anesthésie et la concentration, c'est sur l'anesthésie obstétrique et pour les chirurgies générales. Donc, ce genre de fournisseur qui est le docteur, premièrement, est un docteur tout premièrement et peut fournir les procédures chirurgicales au niveau primaire et secondaire. C'est en plus des formations de résidents ou d'internes, le fellow, qui est quelque chose de différent, qui a un niveau différent. En ce qui concerne, je parle seulement d'anesthésie. Je vais repasser le micro à Jamie, qui peut-être a quelque chose de différent à nous dire pour l'Alliance G4. Et nous avons le PDG de G4 en ligne. Vous avez toujours quelque chose à dire, cher Monsieur Peterson? Merci de vous être joint à nous. Merci, Bisola. Avant de commencer, avant de parler, Dan, vous voulez dire quelque chose? Oui, je serais ravie. Je suis vraiment passionnée des retours et des commentaires qui contribuent à la discussion. En particulier, je veux dire au-dessus d'un commentaire de Salomé concernant la complexité des différentes structures nationales par rapport au niveau de l'État et du niveau national. Ça me fait penser que probablement nous voulons être stratégiques sur la façon dont nous allons déployer ceci, peut-être identifier ces pays où il y a une structure plus facile et nous pouvons peut-être obtenir des réussites rapides au sein de ces structures pour bâtir la crédibilité, l'élan pour les structures plus à plusieurs niveaux fédéral et plus complexes. Donc, j'aime bien ce que vous avez dit, Salomé, c'est parfois il nous faut penser pas seulement à la profondeur du besoin qui peut être énorme, très beau, très grand dans beaucoup d'endroits, mais aussi la facilité de mise en œuvre et là où nous allons effectuer plus de progrès plus rapidement et là où il y aura plus de défis. Et peut-être il nous faut bâtir plus de preuves de succès et de montrer que nous avons eu du succès pour arriver aux endroits plus difficiles et pour bâtir peut-être un petit palmarès pour commencer les régions plus difficiles. Donc, merci à toutes les personnes qui ont contribué. Merci à tous les groupes de travail. Merci James, merci Anna et merci d'avoir inclus les informations. Merci Jamie, merci et continuez cette magnifique discussion. Merci beaucoup. La prochaine phase, c'est la tâche de résumer ce dont nous avons parlé jusqu'à présent de façon à identifier des points d'action pour les étapes à venir. Je vais parler plus lentement pour le bénéfice des interprètes qui sont avec nous. Maintenant, je vais commencer par dire félicitations au coprésident. Ça a été
le webinaire où il y a eu le plus de représentation jusqu'à présent. Il y a plus de 16 pays représentés dans ce s'appelle seul qui représente de différents groupes en transversaux, d'anesthésie, de chirurgie. Donc, les points de vue ont été vraiment magnifiques. Donc, les prochaines petites minutes, je vais donner un petit écho sur ce que nous avons entendu de nos collègues dans le cadre de cet appel. Nous avons entendu la dimension de le mot qualité n'a pas été vraiment le mot quand vous parlez de soins chirurgicaux mondiaux, des PFR et des PRI. La première fois que nous traduisons ce travail dans l'amélioration de la qualité et vraiment de prendre pied pour ce sujet. Donc, l'amélioration de la sémantique est plus au centre de la discussion actuelle et nous devrions vraiment en être conscients. Ils ne sont pas conscients qu'il s'agit là d'initiatives d'amélioration de qualité. Il y a aussi mentionné que les gestionnaires qui sont dans la salle ou dans la conversation, nous devons faire attention, nous assurer que nous les engageons et les administrateurs hospitaliers et les autres parties prenantes de la chirurgie mondiale font partie de la conversation. Il y a eu quelque chose qui a été dit que ces informations doivent être mises à la disposition de tout le monde. Donc, je vais dire qu'il faut aussi ajouter qu'il faut aussi avoir de la traduction en portugais, français, espagnol et toutes les autres langues nécessaires. Nous avons entendu cela. L'autre chose qui a été faite, c'est certaines de ces recommandations n'ont pas besoin de grand investissement en ce qui concerne de capital ou de liquide. On va regarder qu'est-ce qui se passe déjà et on l'améliore. On va savoir comment les faire mieux marcher et ça donne une grande baisse de mortalité. Il y a aussi mentionné qu'il y a eu le défi au niveau de mettre en œuvre certaines de ces recommandations. Certaines d'entre elles, il y a eu des suggestions. On a dit que les travailleurs de santé de villages, de communautés, il y a eu aussi la formation basée sur les simulations. Quelqu'un a réalisé qu'il s'agit là d'un grand impact sur la mise en œuvre. Il y a aussi la suggestion qu'il y a besoin d'avoir une adoption formelle de ces recommandations et que nous devrions aller réviser les plans de chirurgie mondiaux et nationaux, pas les changer, mais pour les complémenter, les améliorer, parce qu'il ne s'agit pas de recommandations qui marchent toutes seules, ça marche main dans la main avec des plans de chirurgie en place. Il y a aussi une suggestion de faire des recherches plus collaboratives. Donc, les points blancs de la carte peuvent tourner au jaune. Ça a été suggéré par certaines personnes qui voulaient collaborer et travailler ensemble. Et nous allons nous allons accepter cette offre. Il y a aussi une suggestion de évoluer les collèges régionaux de WAFS et ailleurs pour qu'ils soient plus impliqués de façon active dans l'éducation, dans la formation. Préparer certains des travailleurs de santé sur le terrain d'avoir les bonnes compétences quand ils font face aux besoins au quotidien. Nous pouvons commencer par le programme pilote, commencer petit et en termes de mise en œuvre, de le déployer de façon petit à petit et de prendre en considération la complexité des structures gouvernementales dans certains pays et qu'il y a les dirigeants gouvernementaux qui créent les politiques, mais après les metteurs en œuvre sont très différents. Donc, ces recommandations pourraient peut-être être le pont qui rassemble ces deux mondes ensemble dans un seul endroit. Il y a aussi un point important qui a été fait que oui, l'accès à ce qui est abordable est très important. Nous ne pouvons pas augmenter l'accès et l'abordabilité sans augmenter la qualité et la sécurité. Sinon, nous allons gérer plus de problèmes dans l'avenir. Donc, c'est quelque chose dans la main, l'approche main dans la main, ensemble, pour augmenter la qualité, la sécurité,
l'abordabilité et la sécurité de la chirurgie. Donc, la mise en œuvre, dernièrement, se passe à différentes phases et différents niveaux. Donc, c'est un cycle d'initiatives d'amélioration de la qualité qui devront se passer. Donc, en gros, c'est ce que nous avons entendu de tout le monde. Merci de ces magnifiques retours. Ils sont incroyables. Je dirais qu'à maintenant, nous allons nous concentrer sur la mise en œuvre. Le point a été fait très tôt d'avoir un ensemble de directives sans un cadre d'action et vraiment ne fait pas le travail nécessaire. Dans les 2 années à venir, le groupe de travail va se transformer en groupe de mise en œuvre et nous invitons nous allons ouvrir, donner des invitations à tout le monde qui se trouve sur l'appel et en-delà qui veulent travailler main dans la main avec nous pour trouver des cadres de mise en œuvre, une carte, une feuille de route. En fait, nous avons un directeur d'opération, Layanne, qui malheureusement, elle a dû faire quelque chose d'autre, mais elle va diriger cet effort au cours des 2 années à venir et nous aurons un appel séparé à ce sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que ceci ne peut pas être fait tout seul, en silos. Nous devons travailler main dans la main, nous devons rassembler nos ressources, nos forces respectives et faire pour accomplir cette tâche. En ce qui concerne les prochaines étapes, il y aura une réunion mondiale le 7 mai. C'est déjà sur le site web de la G4. Je crois que ce sera à 3 heures, heure de l'Europe de l'Est, le 7 mai. L'objet de la réunion mondiale, c'est de réunir toutes les 3 régions, de rassembler les différents flux des réunions de mise en œuvre que nous avons eues. Nous avons eu une pour l'Asie, pour les Amériques, et maintenant la dernière, c'est la dernière maintenant. Donc, le 7 mai, ce sera de rassembler tous les intrants et les réflexions, mais entre maintenant et le 7 mai, nous aurons des coups de fil et des réunions et nous invitons à y prendre part pour en arriver à un genre de feuille de route concernant les étapes particulières dont nous voyons qu'elles sont actionnables et sur lesquelles nous pouvons travailler de façon simple et pratique. Donc, à partir de là, le plan, c'est d'avoir une réunion à Genève le 25 mai de 18h à 21h et l'objectif en espérant que nous avons assez d'accords et de soutien et d'approbation pour présenter tout le travail que nous avons fait et pour avoir du soutien même pour juste simplement sensibiliser les ministères de la Santé en ce qui concerne ces recommandations concernant les meilleures pratiques. Donc, sur ce, je vais ouvrir le micro pour vos commentaires, vos suggestions et autres éléments pour faire un peu boucler la boucle à ce sujet. Je ne ferai pas justice à cet appel si je n'invitais pas tout le monde à se joindre à l'Alliance G4. J'invite Peter, Dan à parler de la G4 Alliance. Il y a beaucoup de personnes sur cet appel qui ne savent pas de quoi il s'agit en ce qui concerne la G4. Dan, je vous invite à nous expliquer cela et apprêtez-vous à avoir des conversations plus interactives concernant ce que Jamie vient de dire. Dan, vous avez le micro. Merci, Bissola. Comme beaucoup d'entre vous le savez, le G4 Alliance est un réseau d'organisations membres sur 70 organisations partout dans le monde, unies et militants pour l'accès mondial aux soins d'urgence essentiels pour la chirurgie et l'anesthésie et l'obstétrique. Nous voulons que vous joignez à nous nombreux et nous travaillons pour la plupart du temps par le biais de groupes et d'équipes de travail comme celle-ci aujourd'hui.
notre réseau se réunit sur des enjeux qui les intéressent pour collaborer. Et la G4 donne le forum et l'amplification des voix de chaque organisation individuelle. Donc, c'est facile de vous joindre à nous, d'adhérer, allez sur notre site g4alliance.org. Vous verrez, vous pouvez remplir le formulaire pour votre organisation ou vous pouvez m'envoyer un courriel. Je vais mettre mon courriel dans le chat, danpeterson@g4alliance.org. Je peux vous y aider. Nous sommes un réseau d'organisations, pas de personnes individuelles, mais nous vous invitons à y participer en tant qu'organisation et nous pouvons vous aider en fonction de la taille de votre organisation. Nous trouvons des donneurs qui peuvent contribuer à ce que de nouveaux membres se joignent à nous. Donc, ne laissez pas les redevances vous gêner ou vous entraver. Elles sont là sur le site. Nous aimerions que votre organisation se joigne à nous. Les cotisations sont énumérées sur le site web et nous invitons les fondations et les donneurs privés et pour qu'ils priorisent les soins obstétriques, chirurgicaux, anesthésiques, d'urgence pour partout dans le monde. Et sur ce, merci beaucoup. Merci Dan pour votre introduction à la G4 Alliance. C'est vraiment incroyable. Et chaque fois que je vous entends parler de la G4 Alliance, chaque fois c'est nouveau. Je suis très impressionnée de la façon dont nous accroissons, nous mûrissons et nous travaillons en tant que groupe de travail. Serena vient de taper pour demander les groupes de gestion de la douleur. Nous allons en parler plus tard. Cet appel est dédié aux meilleures pratiques, les directives standards internationales. Donc, j'aimerais couvrir la plupart des choses que nous voulions partager avec vous en moins d'1 heure et demie. C'est une magnifique gestion de temps. Merci Jamie, merci James, merci Anna d'avoir fait tout ceci. Merci à tout le monde d'avoir préparé, mais pensez à vous d'avoir préparé cette magnifique réunion régionale. Donc, nous allons continuer à parler. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Jamie, vous avez très bien tout résumé. Merci de ce résumé. Donc, si j'ai quelqu'un que j'ai manqué sur l'appel, je vois Nathalie. Jamie, je veux inviter, je ne veux pas vous mettre sur la sellette, mais j'aimerais inviter Dr. Mark Ferguson à commenter un peu, Dr. Ferguson à écouter très silencieusement à chaque réunion. Il n'a pas vraiment beaucoup parlé, mais c'est vraiment, il a des choses magnifiques à dire. C'est un chirurgien thoracique de l'Université de Chicago. C'est un chirurgien un dirigeant chirurgical universitaire de tête. Il a fait d'énormes contributions à ce sujet. Donc, il a fait beaucoup de travail et j'aimerais entendre ses réflexions. Et sur ce que vous avez vu jusqu'à présent, qu'est-ce que vous pensez de choses que nous pourrions faire? Merci, Jamie, de l'opportunité aussi. Merci des commentaires très aimables. J'aimerais partager mes félicitations au groupe, comme on l'a mentionné. Il s'agit là du plus grand groupe d'experts et d'individus que nous ayons jamais eu dans le cadre des 3 appels régionaux. Je crois que nous avons fait plus de progrès que dans les autres régions en ce qui concerne l'envergure et la profondeur des commentaires au sujet des étapes qui ont été faites jusqu'à présent et maintenant les étapes pour l'avenir. Je pense que ce qui a été, si on résume, c'est très clair qu'il y a un nombre de choses qui peuvent être accomplies au niveau qu'il nous faudra cibler. Les étapes pour les prochaines semaines à venir avant la conférence mondiale vont être gérées par
le groupe G4, G4, et certains d'entre vous auront des commentaires en tant que papier blanc pour les participants potentiels de la conférence mondiale pour les digérer et en obtenir une idée pendant la discussion du niveau de soutien qui va être fourni pour le brouillon, l'ébauche, des étapes à venir, les étapes de mise en œuvre et des ensembles d'outils pour faire la mise en œuvre, ça qui pourra être fait du niveau du district régional ou national en fonction des zones précises de meilleures pratiques dont on parle. Donc, je me réjouis de participer à ce processus et d'entendre comment la réunion mondiale va se passer. Merci beaucoup, Jamie. Merci beaucoup. Je veux simplement mettre quelqu'un sur la sellette. J'ai vu qu'il est là. Je vais vous mettre sur la sellette. Je suis désolée. C'est l'éditeur en chef du journal nigérien de pratique médicale, le professeur Titus Chinkuaninku. Ce n'est pas la peine de parler de choses qu'on ne peut pas partager. Nous devons pouvoir partager nos découvertes. À l'avenir, il y aura des publications seront révélées, des recherches d'action vont être effectuées. Je vais mettre sur la sellette. Est-ce que vous pourriez parler du journal nigérien de médical? Professeur Titus, vous avez le micro. Yeah, thank you very much, Madame. Merci beaucoup, Madame Bisola. Je suis en retard parce que je suis en train de faire passer des examens. C'est la raison pour laquelle je me suis joint à vous en retard. Mais je peux vous assurer que dans l'agenda de clinique, de pratique, nous sommes impressionnés de ce que vous faites et nous sommes toujours prêts à offrir notre coopération avec l'organisation et voir comment nous pouvons obtenir que la communauté mondiale sache que ce que nous faisons, nous sommes toujours prêts. Je suis vraiment impressionné. Je veux remercier tout le monde de cette collaboration. Et quoi que je puisse faire pour l'améliorer, je le ferai. Merci beaucoup. Mes étudiants prennent beaucoup de mon temps. Merci beaucoup. Merci. Nous apprécions que vous vous joignez à nous sur cet appel. Je dois aussi dire que nous avons nos collègues de soins chirurgicaux professionnels qui se joignent à nous dans le Collège d'Afrique de l'Ouest de chirurgiens. Les examens sont en train d'être donnés maintenant. Ils se préparent. Ils font plein de choses. Donc, merci beaucoup de ceux qui ont pu se joindre à notre appel. Nous vous apprécions. Merci beaucoup. Nous attendons toujours. Il nous reste encore 25 minutes. Nous avons dédié 2 heures et je sais que nous avons eu un temps magnifique dans les 90 minutes. Donc, nous aimerions en attendre plus de votre part. Shanghai, vous avez levé la main? Je ne suis pas sûre. J'ai vu une main levée. Non, non. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Jamie? Well, I was hoping for J'espérais que quelqu'un me donne plus de retours au sujet de la feuille de route de recommandation. C'est très important. J'espère que nous pourrons vous voir le 7 mai pour la réunion de mise en œuvre mondiale. Nous allons inviter plus de personnes dans l'espace mondial chirurgical. Certains sont des dirigeants, des leaders en la matière et nous verrons aussi le soutien pour l'engagement. Les retours seront très, très importants pour que nous puissions qu'ils comprennent, pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y a besoin pour accomplir la tâche.
Il y a un groupe très large. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient beaucoup faire, en faire beaucoup, mais ils ont besoin parfois des directives et voir pour qu'ils aient une idée tangible de ce qui est nécessaire. Je crois que l'objectif de cette réunion mondiale virtuelle, ce serait d'engager le champ chirurgical entier. Nous vous avons entendu. Maintenant, nous voulons que tout le monde se réunisse. Ce serait un moment très passionnant. Oui, nous voulons faciliter la collaboration, la proximité. Nous voulons rassembler le local et le mondial. Nous allons parler de la mise en œuvre. Et tout le monde clinique s'habitue à la recherche quantitative, mais aujourd'hui, nous savons qu'il nous faut de la recherche qualitative. Et nous sommes connus déjà pour la recherche quantitative, de la recherche des données, la méta-analyse. Mais maintenant, nous voulons nous lancer dans le qualitatif. On va se baser sur les actions, sur la mise en œuvre. C'est une méthodologie beaucoup plus participative. Donc, nous avons besoin de votre appui. C'est quelque chose de nouveau. Nous travaillons en même temps que nous avançons et nous améliorons les choses, nous suivons les résultats de notre travail. Donc, voilà. C'est un domaine qu'il faut développer pour qu'on comprenne ce que c'est la recherche sur la mise en œuvre, la recherche sur l'action, ce que c'est la recherche participative. Oui, la perspective est bonne. Il y a beaucoup qui va arriver à l'avenir. Et Marc a écrit quelque chose, je pense, Marc? Oui, Bisola, si je peux faire l'écho de ce que Jamie a dit au niveau des commentaires, des retours, des idées pour construire cette feuille de route. Il faut penser à là où nous voulons arriver en fin de compte. Nous envisionnons quel genre de monde. Nous voulons créer quel genre de monde avec ces recommandations. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Il faut gagner l'appui de quel groupe? Il faut convaincre quel leader d'opinion? Il faut avoir l'appui de quelles agences, de quel gouvernement? Et quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour gagner l'appui de ces personnes? Qui sont les influenceurs que nous voulons contacter? Comment est-ce que nous pouvons disséminer ces informations? Est-ce qu'on va le faire en publication écrite ou à travers des événements comme cette réunion? Comment est-ce que nous allons disséminer toutes ces informations? Voilà le genre de questions que moi, j'ai en tête quand on parle des feuilles de route, mais j'aimerais aussi avoir les contributions des personnes qui assistent à cet appel parce que vous représentez des organismes très influents et nous voulons savoir quels sont les organismes influents, les personnes influentes, les publications influentes qu'il faut contacter pour nous approcher de cette finalité voulue où ces recommandations sont mises en place au sein de chaque institution. Donc, j'aimerais entendre vos commentaires sur cette question ou vous pouvez faire ces commentaires à la réunion dans 2 semaines. Comment est-ce que nous allons créer cette feuille de route à suivre? Oui, nous avons beaucoup à digérer. Nous avons beaucoup de réflexions à faire avant la réunion le 7 mai. Oui, je voulais répondre à la question de Marc qui dit est-ce que les recommandations vont venir avec les instructions de mise en œuvre? La réponse est oui. Nous avons déjà un brouillon d'une feuille de route vers la mise en œuvre qui passe par chacune des recommandations. Pour le moment, ce n'est qu'un brouillon et j'invite qui que ce soit sur cet appel qui aimerait travailler avec nous de le faire. Nous allons organiser une réunion dans les jours à venir, la semaine prochaine. Si vous vous intéressez à cela, vous pouvez envoyer un mail à Anna et Anna va mettre son adresse mail dans la boîte de discussion. Il faut juste lui envoyer un mail disant « Oui, je m'intéresse à cela » et vous allez pouvoir y participer. Mais
nous recherchons des prochaines étapes bien spécifiques. Donc, nous avons 11 recommandations pour les bonnes pratiques. Quelle est la chose la plus facile à faire? Nous l'avons dit déjà, c'est la liste de vérification. C'est les interventions d'hygiène des mains. Ce sont les programmes de protection des antimicrobiaux. Mais nous sommes déjà à quel pourcentage de couverture avec la liste de vérification, par exemple, parce qu'on a déjà vu beaucoup d'initiatives pour faire valoir cette liste de vérification. Peut-être nous pouvons travailler avec d'autres organismes qui travaillent déjà sur la banalisation ou l'utilisation de cette liste de vérification. Mais disons qu'au Nigeria, il y a 500 hôpitaux et il y a une couverture de 70%. Ces 30% restants, ces hôpitaux sont où? Ils sont qui? Et comment est-ce que nous pouvons combler cet écart? Et puis, nous allons nous établir l'objectif que dans les 2 années à venir, nous allons contacter des partenaires sur le terrain, des partenaires qui vont pouvoir fournir les ressources pour combler cet écart. Donc voilà, nous allons commencer à partir des acquis les plus faciles et nous allons aussi limiter nos actions dans le temps avec des obligations de publication de rapports. Voilà, cela reste à discuter. Est-ce qu'on va faire des études avant et après? Quelle est notre stratégie d'évaluation? Nous voulons nous assurer qu'on va pouvoir atteindre notre objectif. Et pendant les 2 premières années, nous allons nous focaliser sur les tâches les plus faciles. Nous allons identifier des champions. Nous allons trouver du financement. Et nous allons penser à la mise en œuvre. Mais après ces 2 années initiales, nous allons avoir une période de 5 années de mise en œuvre. Et nous allons nous focaliser sur les côtés pratiques, mais réalisables. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Oui, voilà, c'est formidable. Tout ce qui facilite la mise en œuvre de ces recommandations, c'est une bonne idée. Oui, fantastique, merci. Comme vous avez dit, il faut identifier ces lacunes. Il faut identifier les facteurs qui contribuent à la persistance de ces lacunes ou ces écarts. Oui, et nous espérons que nous allons avoir le soutien formel des parties prenantes comme vous et les autres personnes qui assistent à cet appel. Ça, c'est très important pour nous, qu'on est tous alignés sur ce que nous voulons faire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Pour répondre à la question de Dan, je pense que l'identification des champions locaux dans tous les pays, ça, c'est d'une importance critique. Rien ne va marcher si on n'a pas identifié ces champions locaux. Je pense que, voilà, si on ne peut pas identifier des champions locaux, si on ne peut pas les contacter, voilà, votre projet ne va pas marcher. C'est vraiment la première étape à faire. Donc, c'est un défi. Donc, le défi que je vous propose, et c'est le défi pour tous nos réseaux, c'est de contacter tous vos contacts, de ne laisser personne pour compte et de contribuer toutes et tous à cet effort. Et si vous avez le temps, vous pouvez toujours participer à cette initiative. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres suggestions? Jamie, je vois des commentaires dans le chat des personnes qui veulent participer à ce groupe. Donc, je pense que c'est le groupe d'experts. Peut-être vous pouvez parler des prochaines étapes à suivre pour ce groupe d'experts et comment est-ce qu'on peut s'engager avec cela. Oui, comme j'ai dit déjà, nous allons conclure le groupe d'experts ISGQSSA parce que nous avons fini avec cette tâche spécifique. Mais maintenant, nous plongeons dans le groupe d'experts sur la mise en œuvre. Donc, l'objectif de ce travail de mise en œuvre ISGQSSA, comme j'ai déjà dit, pendant les 2 premières années,
Nous avons établi un comité, nous avons établi une structure, nous avons créé une feuille de route et établi les coûts, le budget pour voir là où nous pouvons réussir très tôt et très rapidement. Pour le moment, la participation est ouverte à tous. La première réunion pour la feuille de route va être dans les quelques jours à venir, parce que nous voulons profiter de cet élan que nous établissons avec ces réunions-ci. Donc oui, venez participer à cette réunion, discuter avec nous, et au cours des 3 ans et demi récents, c'est vraiment la survie des plus forts. Donc, les personnes ont commencé avec nous il y a 3 ans et demi, sont toujours là avec nous, comme Emmanuel. Et Marc est venu un peu à mi-chemin, mais voilà. Andrew Hill, Cheng Har, ce sont les personnes qui sont avec nous depuis le début. Donc oui, venez participer, faisons-le ensemble. Et on va utiliser les ressources à notre disposition. Nous allons mettre toutes nos ressources sur la table. Et tous les membres de ces groupes d'experts sont des bénévoles. Cheng Har se réveille à 2 heures le matin, très souvent, pour assister à nos réunions. Elle a utilisé sa plateforme. Elle est la présidente de la Société internationale de la chirurgie. Et donc, on va parler des résultats de cette réunion à l'Assemblée générale à Vienne en août. Et cela va rassembler aussi plus de parties prenantes. Donc, oui, venez jouer, venez participer et on va faire ce travail ensemble, on va fêter nos réussites ensemble et on va continuer à engager davantage de personnes. Donc, voilà l'idée générale. Mais voilà, la structure formelle va venir bientôt, mais à ce point-ci, c'est vraiment le niveau de fondation. Et je tiens à remercier Dan Peterson et aussi Sola, Ruben et Ala, les leaders de l'Alliance G4, Nathalie, pour votre soutien, votre appui dans ce travail. Nous n'aurions pas pu arriver jusqu'ici sans votre soutien, sans la structure que vous avez créée au sein de l'Alliance G4, tout ça. Donc oui, au fond de mon cœur, je vous remercie et j'ai hâte de continuer de travailler avec vous. Merci, Jamie. Oui, je vais demander à Emmanuel Hamel de nous faire un petit mot de clôture avant de conclure la réunion. Un grand merci à toutes et à tous. Je pense que cette réunion a été très interactive, très engageante. We all have so much different. Nous avons toutes et tous retenu des choses différentes de cette réunion, mais nous voyons devant nous le chemin à suivre à partir d'ici. Cela devient de plus en plus clair. Donc, un grand merci à toutes et à tous d'avoir passé presque 2 heures avec nous. C'est beaucoup de temps, surtout le week-end. Et cela montre le niveau d'intérêt. Moi, j'ai suivi un peu le nombre de personnes qui restent avec nous et il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont quitté la réunion au milieu. Cela montre le niveau d'intérêt que vous avez au niveau de la qualité et de la sécurité de la chirurgie. Et nous avons hâte de vous voir vous impliquer dans ce processus. Il y a beaucoup d'opportunités pour le faire. Nous avons besoin de toutes les expertises de toutes les régions géographiques et nous allons nous rassembler encore à l'avenir pour faire avancer ce projet encore. Un grand merci à l'Alliance G4 d'avoir organisé, mené tout ce processus. C'était une organisation critique et merci, James. J'ai vu tout le travail qu'il a fait et tous les processus qu'il a entamés. Et moi, je ne comprends pas tout ce qu'il fait. Mais voilà, il est brillant. Merci, James.
Et merci Anna d'avoir organisé tout cela. Merci Jamie de continuer de pousser, de nous pousser, mais très gentiment. Mais vous nous poussez quand même. Merci d'avoir enrichi tout notre travail. Et merci Bisola d'avoir... et vous avez dit que j'étais votre facilitateur, mais c'était vraiment vous la facilitatrice de cette réunion. Merci pour votre présence très gentille et très forte. Merci Bisola d'avoir bien facilité cette réunion. Et merci à vous toutes et tous pour votre engagement. Et nous avons hâte de faire avancer ce processus à l'avenir. Et j'espère que tout le monde va passer un bon reste du week-end et que vous allez passer une bonne semaine à venir. Oui, merci. Et j'aimerais ajouter aussi à ces remerciements, j'aimerais remercier l'Université de Chicago qui a financé l'interprétation et le travail de préparation pour cette réunion. Donc, un grand merci à l'Université de Chicago et au Dr. Bergeson qui a facilité tout cela. J'ai vu aussi quelques commentaires dans la boîte de discussion des personnes qui ont dit qu'ils sont arrivés en retard. Si vous voulez, l'enregistrement de cette réunion va être disponible. Donc, envoyez un petit mot à moi ou à Anna ou à Jamie et on va vous envoyer l'enregistrement de cette réunion. Voilà. Merci. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion pour la région Afrique-Europe-Méditerranée. Cette séance a été très productive. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est ciao, bye bye. Et on va se revoir le 7. Et si vous voulez rester et bavarder un tout petit peu avec nous, vous pouvez rester sur l'appel, mais sinon, c'est la fin de la réunion formelle. Merci et au revoir. Un grand merci à toutes et à tous. Merci, Bisola. Thank you, everyone. Thank you, everybody. Un grand merci à toutes et à tous. Bye. Thank you. It was an interesting session. Oui, merci pour la séance très intéressante. Et quelle présence formidable. Un grand merci à tous ceux qui ont assisté à l'appel. Oui, merci Bisola pour la séance formidable. Oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Merci. Well done, Dr. Oui, Bembe. c'est un plaisir de voir vos visages. Salut, Dr. Bembe. Well done. Thank you, man. Nice to see you. Good. Your faces. Oui, un plaisir de voir vos visages. À bientôt. Merci à tout le monde, merci à toutes et à tous, merci à tous ceux qui ont invité les autres à cette réunion. Un grand merci à nos interprètes aussi, Béatrice et Cécile et Marcel et Zach. Voilà, un grand merci à nos interprètes. Oh, thank you, bravo to you guys. You're muted. Let me see. C'était vraiment formidable. Merci Cécile, merci Zach, merci Béatrice. Oui. Merci, un grand merci à nos interprètes et on va se revoir dans 2 semaines. Merci. Je vais maintenant fermer l'appel, sauf s'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou qui a quelque chose à dire. Sinon, au revoir. Okay. Yeah. I will send a link out to this group and anyone who wants to debrief, minus interpreters, anyone who wants to debrief can join us. Okay. Thank you. Yeah, Bye, everybody. Let's hop on another for debriefing. Thank you. I'll send it in the WhatsApp, and then Dan, do you want me to include you or no? We could stay on this if you want. I can edit it off the recording. I can edit it off the recording. Okay, perfect. All right, well, thank you, interpreters. We will no longer need you after this point. So thanks so much for being here, for joining us.
Thank you. I think Mark wants to stay to debrief with us. Oh, Mark's gone already. Sorry, I'm leaving now. Thank you. Other Mark. We got too many Marks. Join us for the next meeting. Okay. And then, great. We also have someone wanting to join, Al Hassan Dati Mohammed. I don't know if you all know him. I could just email. I could email separately and say that it ended, and then it ended. We can send him the link, the recording if you want. Okay, great. I'll just email him now, and I won't admit him. Okay. I think we. Let me see. Okay, thank you, interpreters. I'm going to remove you if you are still here. Bye. We appreciate you. I love that you have so much power. You're like, I'm going to remove Perfect. you. You're going to be kicked off the island. We appreciate you dearly, but we are removing you. Awesome. Great. Well, Awesome. Wow. Congratulations, Bisola. Thank you very much, Jamie. Thanks for the work you've done, James, Anna. It's really amazing what you guys have done in the last 4 to 5 years, and your persistence and keeping this going, and all the publications that has come out of this. It's James, really. It's James. James deserves the credit for this. Yeah. But you got everybody together. So thank you. No, but Anna has, and Anna really deserves the credit for, putting together these meetings amazingly. Thank you so much for being available. You're welcome. Every little thing. I'm sorry. Sometimes we're like, Anna. No, it's okay. Great. Yeah. All So, good. Bisola, thoughts? So I think the good thing is we have we were able to get a diverse group into this meeting. Mm-hmm. And the thing is they will go back and tell their leaders in their own different professions. A lot of presidents, from different associations, and I think they will go back and tell the others. Now, the beauty again is that we're able to get the West African College of Surgeons, some of them involved. So they were quietly listening to what we're doing. And I know this will have a ripple effect later, because right now they are in Accra, Ghana. Some of them are in the plane. Some of them are already at Abuja, and some in Ibadan, where the exams are taking place simultaneously. So we have all these different people there. And I could see that we still had some professors join us from where they are. So we were able to achieve that. Where we can improve is getting out the message faster. I would say that, yes, I knew about this in, was it May, right? Sorry, March? I know. Oh, right? I think March, yeah, I think it was March, middle of March. Anna, right? Yeah, I think probably late March, March 20 something. Yeah, but at the same time, I was involved in so many other things, trying to get into USAID meetings, and then this meeting and that meeting and stuff like that. So the momentum, really, the push for different people to attend was not, we can do better than this. We can do better than this. I love it. I love it. We actually have Central Africa. Yeah. We have North Africa, that is huge. We have northern part of Africa, we have the Mediterranean, and I know that if I had put in a little more effort, I could have captured those people in North Africa. Nice. And Central Africa.
Yes, we haven't reached them actually, yeah. But for the global meeting, maybe we can invite some of them and see. We have 2 weeks to make a push. Yeah, so a couple of things that I wanted to ask this group, and then actually your input on sort of next steps for 2 things for the roadmap, and the other thing is for the WHA side of it. Because what we can really aim to do is to create awareness within the community during the side event that, you know, these deliberations happen, what the outputs are. What are your thoughts in terms of having a, we can either do a launch just of the best practice recommendations, which are endorsed by the G4, or we can present an implementation framework, a roadmap during that time. Just wanted to get your thoughts on that. When you say that time, you're talking about the global meeting in 2 weeks, right? No, I'm talking about Geneva. Well, let's talk first about the global meeting. I feel like we ought to do something more than what we did with these 3 regional meetings. Absolutely. We did this, so right. We got to go to the next step. Right. Okay. Whatever that next step is, I think we got to define it. When we use words like roadmap and implementation, we got to be more precise as to what exactly we mean when we say we're gonna show a roadmap, or we're gonna show an implementation plan or something. And I think that should be what the meeting in 2 weeks is about, is taking this to the next level. Okay. Because we are going to reach out to many of the same people that we just had come to these meetings. Right. So we want to show them progress. Yeah. The Geneva meeting is a different story, because we're going to mostly get different people. Right. Okay. And so, you know, we shouldn't assume that they've been to all these meetings already. No, they probably haven't. So there we really can launch the best practice recommendations. Right. Okay. You know, we can introduce the research. Now,